Ok, alors aujourd'hui, spécial épisode, on va parler de Bruce Lee, on va parler de Jeet Kune Do. Et aussi, surtout, de Wing Chun. L'influence qu'a eu le Wing Chun dans la vie de Bruce Lee. Allez, c'est parti, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Elliot. Salut à tous, bienvenue à toi. Bienvenue Ça va à nous. Oui. Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait au moins longtemps quoi. Ouais, 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler de Bruce Lee. Alors, c'est qui est Bruce Lee? Qui est celui-là? Qui est lui? Donc, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais là, on avait envie de faire un épisode complet sur Bruce Lee. Il y a énormément de choses à dire, on pourrait tenir... On peut faire plusieurs podcasts sur 3 ans, dites-vous ça. Donc, le sujet est très vaste, parce que c'est un gars qui a eu une vie extraordinaire. incroyable. Et voilà, alors je sais pas pour toi Elliot, mais pour moi, c'était quand j'étais ado en tout cas, c'était un peu un modèle, c'était un peu une idole, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, j'ai habité dans le vieil appartement de mes grands-parents. Mhm. Et il y avait une vieille tapisserie des années 70 qui était juste immonde. Ouais. Et à l'époque, je lisais beaucoup Karaté, Bushido, Ceinture Noire, ces magazines-là, tu vois. Mhm. Et j'avais tapissé juste ma chambre de posters de Bruce Lee de Ah ouais? partout. Ouais, il y en avait. Ouais, c'était vraiment, quand j'étais jeune, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire des arts martiaux, tu vois, de faire du Wing Chun. Ok. Et ouais, un des premiers... je pense que le tout premier livre d'arts martiaux que j'ai acheté, c'est Ma méthode de combat, tu vois, de Bruce Lee. Alors qu'il n'a pas écrit lui, enfin qu'il n'a pas publié son vivant, qui a été publié peu de temps Ça a après été sa mort. repris sur des notes, lui, c'est ça? Ouais, Ouais. mais ouais, vraiment un livre que j'ai toujours, quoi, tu vois, Mhm. c'est mon tout premier que je garderai à vitam aeternam, et qui, ouais, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire des arts martiaux, et au final, si je fais du Wing Chun aujourd'hui, c'est grâce à Bruce Lee, tu vois. Ouais. Donc, ouais, un peu épisode où on rend hommage. Hein. Bien sûr. Hein, Sur l'influence de Bruce Lee sur le Wing Chun, sur le Ouais. monde du Wing Chun. Et toi, Elliot? Moi, je suis pas... Mon modèle Ouais, martial, ça aurait été plus Jackie Chan que Bruce Lee. d'accord. J'ai découvert Jackie Chan beaucoup plus tôt que ce que j'ai découvert Bruce Lee. Et pour être tout à fait honnête, je ne savais pas que, avant que je fasse du Wing Chun, je ne savais pas que Bruce Lee en faisait aussi. Oh, Excusez-moi. Mais Bah, écoute, non, je ne savais pas. t'es assez représentatif, on va dire, de beaucoup d'élèves maintenant. Oui, c'est ça. Qui intègrent les écoles de Wing Chun et qui ne le savent pas, en fait, qui Ouais, le c'est découvrent par la suite. Parce qu'il faut creuser un peu dans l'histoire de Bruce Lee si tu veux savoir ce qu'il a fait comme style à l'origine, tu vois. Parce que l'entrée, généralement, qu'on connaît sur Bruce Lee, c'est ses films. Oui. Et c'est pas du Wing Chun qui présente dans ses films, tu vois. Donc, oui, en effet, il y a beaucoup d'élèves maintenant, en effet, qui rejoignent l'école et qui le savent pas forcément. Ouais, bien sûr, c'est assez différent. Bon, après, c'est comme on en avait déjà parlé, les arts martiaux dans le cinéma, etc., c'est toujours différent de ce qui est fait Ouais, dans un dojo, etc. Ouais, Donc, carrément. mais oui, mais en général, moi, quand on me demande c'est quoi le Wing Chun, etc., je dis, bah, est-ce que tu vois Bruce Lee? Bah voilà, c'est ce qu'il a fait avant. Il Ouais. s'est servi de ça pour faire le Jeet Kune Do et d'autres Ouais. aussi arts martiaux. Donc, voilà, dire, ah, d'accord, etc. Donc voilà, ça suffit, ils comprennent. J'avais envie de te proposer aujourd'hui cet épisode sur Bruce Lee. Et on va axer, en fait, Bruce Lee sur le Wing Chun, Mhm. essentiellement. Parce que je trouve que dans les médias, il est mal représenté. Ok. Enfin, il y a certains aspects qui sont plutôt sympas. Mhm. Bah, pour tout te dire, il y a pas longtemps, j'ai entendu un podcast de France Inter sur Bruce Oula, Lee. France Inter. Ouais. Oula. Et bon, clairement, c'est pas des experts en arts martiaux, hein, les journalistes. Je trouve qu'ils ont fait une analyse qui était plutôt intéressante et pertinente sur les films, tu vois. Ouais. Donc, la façon, voilà, dont Bruce Lee crève l'écran, tout ce côté-là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais alors, quand il s'agissait de parler
du background de Bruce Lee sur les arts martiaux. C'est quoi le Wing Chun, c'est quoi le Kung Fu, c'est quoi le Jeet Kune Do. Ah, ils ont parlé de ça aussi. Ouais, mais ils auraient mieux fait de pas en De parler, rester tu sur vois, les parce films. que tu sens qu'ils sont pas du tout experts dans ce domaine-là, quoi. Tu vois, et que bon, je me prétends pas être expert sur Bruce Lee, mais bon, en tout cas, on va essayer de relever un peu Le la niveau, barre. quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Normal. Donc voilà, on va essayer de relever un peu la barre et on va parler de Bruce Lee. Alors le Bruce Lee que pas tout le monde connaît, hein, parce que c'est pas le Bruce Lee du cinéma, c'est pas du tout ça dont on va parler aujourd'hui, donc on va pas évoquer ses films ou très très peu, mais plutôt sur son parcours en tant que pratiquant d'arts martiaux et particulièrement sur le Wing Chun. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il a commencé avec le tai chi, n'est-ce pas? Avec son père. Ouais, très certainement qu'il a commencé les arts martiaux avec son père qui était pratiquant de tai chi. Mais si tu veux bien, revenons d'abord sur le début. Donc Bruce Lee est né en 1940 à San Francisco parce que son père en fait était un acteur d'opéra chinois et il était de Hong Kong, hein, il vient de Hong Kong. Et il était en tournée à ce moment-là à San Francisco, donc avec sa femme. Et Bruce Lee est à San Francisco. Ses parents lui donnent le nom de Jun Fan. Et il lui donne aussi un nom américain, parce que comme il est né, est né sur le sol américain, donc il lui donne le nom de Bruce. Et Bruce Lee est né en 1940, qui est l'année du dragon. Et qui est pour les Chinois vraiment un signe astrologique de bon augure, quoi. Voilà, donc quelques mots, hein, sur la famille Lee. Donc c'est une famille qui est assez aisée à Hong Kong. Son père est un acteur d'opéra, on l'a dit. Et à partir des années 40, des années 50, son père se reconvertit dans le cinéma de Hong Kong qui commence à prendre son essor. Et comme c'est un acteur d'opéra, ben voilà, les acteurs d'opéra switchent un peu dans le cinéma. Et en fait, Bruce Lee se fait repérer assez tôt. Et son père l'amène sur les plateaux de tournage. Et le jeune Bruce Lee, déjà très très jeune, hein, à 5-6 ans me semble-t-il, commence déjà à faire des apparitions au cinéma. Et on le voit qu'il y a déjà un petit jeu d'acteur qui passe pas inaperçu. Et c'est d'ailleurs déjà à cette époque-là que son surnom, Li Xiu Long, Li le petit dragon, apparaît déjà. Quand il est tout petit. Donc ça vient pas du tout par la quand suite. il était plus adulte, c'est vraiment un petit, quoi. Déjà, à ce niveau-là. Et Bruce Lee devient une petite star. Il devient quelqu'un de vraiment connu dans Hong Kong, en fait. Et il passe pas inaperçu, quoi. Ouais, et à côté, Bruce Lee, c'est un enfant qui est turbulent, qui est bagarreur, qui est pas scolaire, qui a une enfance un peu, une adolescence un peu difficile. Malgré le fait que ses parents essayent de l'envoyer dans de bonnes écoles. Et il va fréquenter une école qui s'appelle Saint-François-Xavier, dans le quartier de Jordan, où on est allé. Elliot, absolument. Rappelle-toi. Très beau quartier. Et il va y rencontrer William Cheung et Hankin Cheung, qui sont des pratiquants de Wing Chun, donc des élèves directs de Ip Man. Et c'est à partir de là que Bruce Lee va se faire accepter dans l'école de Ip Man. Et on sait pas exactement quand est-ce qu'il a commencé le Wing Chun. Il y a plein de dates qui diffèrent d'une source à une autre, mais autour de 1955. Ouais, dans ce tour-là, ouais. Voilà. Et c'est une époque où, on en a déjà parlé dans le podcast, hein, mais c'est une époque où Ip Man est bien addict à l'opium, et c'est une époque où Ip Man lève un peu le pied sur l'enseignement et passe aussi l'enseignement à ses élèves avancés pour assurer les cours la plupart du temps à sa place lorsqu'il peut pas le faire. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Bruce Lee, donc même si son sifu c'est Ip Man, hein, ça personne dira le contraire. Non, personne dira le contraire, mais c'est Wong Chun-Leung, son Seeing, donc son frère aîné dans la tradition des arts martiaux chinois, qui sera son principal enseignant en fait de Wing Chun. Donc Wong Chun-Leung, un élève direct de Ip Man, qui est certainement le combattant de Ip Man le plus complet, le plus incroyable, le GOAT.
Le GOAT. Le GOAT. Ouais, voilà, quelqu'un qui s'est illustré en faisant des combats de rue, les fameux Beimo sur les toits de Hong Kong principalement, et qui est voilà réputé comme étant le meilleur combattant de Ip Man. Si je ne m'abuse, son surnom c'était King of the Talking Hands. Ouais. Allez, bing. Le roi des mains qui parlent. Et ouais. C'est Ça, classe c'est- en anglais quand même. Ça, c'est du surnom, ça. Gong Sao Wong. Voilà. Donc Bruce Lee, déjà à cette époque aussi, il pratique la boxe anglaise, puisque dans cette école à Saint-François-Xavier, Bruce Lee a l'occasion de faire une compétition de Ah boxe oui, anglaise, exact. une compétition qui est inter-schools. En fait, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent lors d'un championnat. Et donc, il pratique déjà du Wing Chun à ce moment-là, mais il est aussi coaché en boxe anglaise. Et il va s'illustrer notamment en remportant le championnat face au détenteur en titre qui s'appelait Gary Helms, détenteur en titre qui détenait le titre depuis 3 années consécutives quand même. Ah oui. Et Bruce Lee arrive à le vaincre et à remporter ce championnat de boxe anglaise en utilisant des concepts de Wing Chun a priori d'après ce que les témoins ont pu dire. Et sympa l'anecdote. Ça, c'est beau, ça. Donc finalement, il s'entraîne au Wing Chun pendant 3-4 ans exactement, on ne sait pas, hein, mais finalement il part pour les États-Unis en 1959. Et en fait, il part aux États-Unis parce que ses parents ont jugé bien qu'il s'en aille de Hong Kong. Parce que il commençait à filer du mauvais coton. Il allait mal tourner. Ouais, il allait mal tourner, être repéré un peu par la mafia à cette époque-là, qui avait l'habitude de recruter ses membres parmi les jeunes bagarreurs. Et il a eu quelques altercations également avec la police. Et ses parents ont jugé bon de l'envoyer aux États-Unis. C'était un moment opportun où il avait aussi besoin d'y retourner pour réclamer sa nationalité américaine. Donc voilà, ça se passait mal et son avenir était vraiment incertain et ça se profilait mal pour lui. Donc pourquoi pas l'envoyer aux États-Unis pour l'éloigner de tout ça et par la même occasion qu'il puisse affirmer sa nationalité américaine. Donc Bruce Lee qui arrive en premier lieu en Amérique à San Francisco et qui finalement va s'installer par la suite à Seattle. Donc il va ici fréquenter une université et en même temps il va travailler comme serveur dans un restaurant qui s'appelle Ribis Show, qui est en fait une amie de son père, de la famille à Seattle. Et déjà on peut se poser la question, en fait Bruce Lee, quand il arrive à Seattle, qu'est-ce qu'il a comme bagage en Wing Chun? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a appris en 3-4 ans auprès de Qu'est-ce qu'il Wong a Chun appris Ip Man. à quel niveau il est qu'est-ce qu'il n'a pas appris et dans la classification, on va dire, tu vois, du Lung Ting Wing Chun, je pense qu'on pourrait le mettre autour d'un premier degré technicien. Ah ouais. Ouais, on pourrait le mettre autour d'un premier degré technicien parce que il y a Hankin Shunk. Ouais. Il y a Hankin Shunk, son ami, hein, qui a dit quand Bruce Lee a quitté Hong Kong, il avait comme bagage Sulantao et Sham-Kyu. Il avait pas la beauty. Non, il n'avait pas appris la Buji, il n'avait pas appris le mannequin de bois. Il avait que ça comme bagage. Et donc premier degré technicien, t'as pas la beauty. Non. Okay. Dans le Lung Ting. Dans le Lung Ting Wing Chun de manière classique, donc premier degré technicien dans le Lung Ting Wing Chun, ça équivaut à une ceinture noire. On va dire. T'apprends pas la Buji. Enfin, tu apprends la forme, mais tu n'as pas forcément les concepts qui vont avec, tu vois. Donc on pourrait mettre Bruce Lee autour de ce niveau-là. Quoi. Ok. Pour savoir ce que Bruce Lee avait, enfin pour essayer d'évaluer son niveau à ce moment-là de sa vie, hein, donc 59, 60, 61, faut regarder un peu les témoignages qu'ont fait les gens qui l'ont connu à ce moment-là, et on a les premiers élèves de Bruce Lee, Jesse Glover par exemple, son tout premier élève, c'est les anciens partenaire d'entraînement, Hankin Shanks a écrit sur Bruce Lee, et Jesse Glover a dit un truc intéressant. Il a dit qu'il avait rencontré à un moment donné un gars qu'il avait connu à Hong Kong,
et qui disait que Bruce Lee avait, avant de partir de Hong Kong, avait appris le mannequin de bois et Ok. maîtrisait les techniques du mannequin de bois à 60%. Donc bon, je sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai un peu de doute avec ça parce que au final, quand tu vois le travail qu'a proposé Bruce Lee sur le mannequin de bois par la suite, on retrouve vraiment pas la forme du mannequin de bois telle Ouais, qu'elle est ok. faite de manière classique à Hong Kong. Alors après, bien sûr que lorsqu'on voit Bruce Lee faire son travail sur le mannequin de bois, c'est du Jeet Kune Do qu'il propose. Donc voilà, il s'était éloigné du Wing Chun. Donc je sais pas. À prendre avec des pincettes, mais a priori, dans un enseignement du Wing Chun classique, en tout cas à cette époque, tu apprends le Wing Chun à travers la Silentao, Shankyu, Byoji et mannequin de bois, ça arrive après. Hmm. Et bien sûr, à chaque fois que je cite les formes, il y a bien sûr tous les concepts, les techniques de combat, les stratégies qui vont avec. Hein. Donc, bon, a priori, Byoji, il avait pas appris, quoi. Ok. Il s'installe à Seattle et il rencontre tout de suite d'autres pratiquants d'arts martiaux. Jesse Glover sera son premier élève. Et c'est un gars qui vient du judo. C'est une ceinture noire de judo. Et, donc, qui est plutôt gaillard hein, comparé à Bruce Lee. Donc Bruce Lee aussi, à cette époque-là, il se confronte pour la première fois avec des gars qui ont des gabarits qui sont vraiment imposants par rapport à lui et par rapport à ce qu'il avait eu l'habitude de côtoyer en Hong Kong. Ouais. Et donc il a quelques premiers élèves comme Jesse Glover, je l'ai dit, comme James LeMiles, comme Edward Hart, le roi Garcia et Taki Kamura. Et là, à ce moment-là, il propose des cours qui sont assez informels en fait. Donc il n'enseigne pas dans une salle avec voilà des tenues, ce genre de choses, mais on est vraiment dans des cours qui sont assez informels. Ils s'entraînent à l'extérieur, dans la rue, Ouais. dans des parcs, dans un parking souterrain. Enfin, au mieux, il s'entraîne dans le jardin d'une des maisons de ses élèves, comme le roi Garcia par exemple. Mais on est vraiment dans quelque chose d'assez informel. Il n'y a pas vraiment de structure de cours. Tiens. Il n'y a pas de tenue. C'est vraiment, vraiment informel, quoi. Puis finalement, quelques années plus tard, donc un an ou deux plus tard, vers 61-62, lorsqu'il y a un petit groupe qui commence à se former, là, il ouvre sa première école dans le Chinatown de Seattle. Mhm. Et là, on est dans un groupe d'une vingtaine, entre 20 et 25 élèves. Et par la suite, quand son groupe commence à devenir un peu plus important, il déménage, il change de salle. Et là, on est sur un groupe de entre 30 et 35 élèves. Donc, en quelques années, quand même, C'est bien développé quand même. ouais, il se développe bien. Il arrive à avoir du monde qui s'intéresse à lui. Et quand même quelque chose qu'il faut saluer. Parce qu'en quelques années, à arriver à avoir un petit groupe, il part de rien. Il est très jeune. C'est quand même... voilà, pas tout le monde qui peut arriver à faire ça. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, là, avec ce nouveau groupe qui se forme, on a des cours qui sont davantage structurés. Il y a des tenues qui sont portées par les élèves. Les élèves l'appellent Sifu, ce qui n'était pas forcément le cas avant, Ouais. tu vois. Et il y a une première scission, en fait, avec ces anciens élèves. Et Jesse Glover et James DeMille, par exemple, n'apprécient plus la façon dont Il a d'enseigner. dont Bruce Lee enseigne et décide de se séparer de Bruce Lee déjà à cette époque-là. Ouais. Et ils aiment plus la façon dont Bruce Lee présente sa nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de faire les cours, tu vois. La façon dont son art a de se développer, etc. Ouais. Ça leur convient plus, quoi. Ça leur convient plus. Il y a que Taki Kimura comme un des premiers élèves qui va rester finalement. Ouais. Et voilà, il deviendra son premier assistant, tu vois. Ouais. Et on a quand même une structure de cours. On sait à ce moment-là ce que Bruce Lee propose, parce que j'ai lu un livre de Doug Palmer, qui est un de ses premiers élèves, qui est l'élève qui est parti à Hong Kong avec lui et qui a pris les photos de Ip Man quand Ok. Bruce Lee a fait. En fait, J'en ai parlé dans un précédent épisode où quand Bruce Lee voit Ip Man en cours particulier et qui fait ses fameuses photos, tu vois, en train de pratiquer Chisao, c'est Doug Palmer, un élève à lui qui Ok. prend. Et donc il a écrit un livre sur Bruce Lee et il raconte la structure de cours
que proposait Bruce Lee à ce moment-là, voire même avant finalement quand il s'entraînait de manière un peu plus informelle, dans le parking souterrain, machin Ouais. comme ça. Et voilà ce que Bruce Lee proposait comme structure de cours. Donc du stretching et du conditioning, c'est-à-dire il insistait beaucoup sur voilà, stretching des avant-bras, des jambes, du conditionnement en faisant par exemple ce qu'il appelait les frogs hop, donc des déplacements de la grenouille, tu sais, Ouais. tu te mets en squat profond et tu fais des C'est des sauts, sauts, ouais. tu vois. Donc travail pliométrique, tu vois. Travail avec position de l'archer, gongbu, on appelle ça parfois, ou la position du cavalier, mabu. Donc voilà, un conditionnement sur la posture notamment. C'est des choses qu'il proposait. Ensuite, il proposait des techniques de coups de poing, de pied de base, c'est-à-dire mettre les élèves en ligne et faire des séries, 100 séries de coups de poing en mode jab cross par exemple. Une, deux, tu vois. Ça, il proposait. Il proposait aussi des coups de pied. Donc, pareil, les élèves se mettaient en ligne, face à face. Il y avait des élèves qui faisaient des coups de pied et les élèves en face qui devaient défendre ces coups de pied. Donc, les deux coups de pied principaux qu'il proposait, c'est coups de pied directs au parti, avec les élèves qui faisaient la défense qui va avec. Et ensuite, coup de pied latéral avec, pareil, l'élève en face qui faisait la défense. Série de 10 coups de pied, 10 défenses, et après, paf, Ça switchait, ok. switcher les rôles. Après, les techniques de base du Wing Chun, parce que c'est essentiellement quand même du Wing Chun Ouais. qui proposait à cette époque-là, avec des techniques, donc Doug Palmer disait qu'on entraînait quasiment à chaque cours, qui était Park Sao, Lap Sao, voilà, le vocabulaire de base du Wing Ouais. Chun qu'on est amené à ressortir de manière très régulière, et ça fait partie des techniques du Wing Chun qui sont utilisées à haut pourcentage. Elles sont là tout le temps, tu vois. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est quelques combinaisons qui ne viennent pas du Wing Chun, comme par exemple ce qu'il appelait Shap Choi, Kwa Choi. Donc, c'est des combinaisons qu'on retrouve dans d'autres styles de Kung Fu du Sud. Maxi Fu nous a montré à Hong Kong, à Hongar, que tu peux retrouver en Choi Li Foot, que tu peux retrouver en Pagmé. Donc, fameuse technique où tu frappes en bas et tu Ah, ok. remontes en haut avec un back fist, un revers, tu vois. Donc, chose qu'il entraînait assez régulièrement, et finalement que tu revois dans les films, enfin, jusqu'à Opération Dragon, son dernier film, quand il affronte Bob Wall, c'est ce qu'il fait, tu vois, il frappe en bas, il bloque et paf, il remonte en haut avec son fameux revers. Donc, chose que tu vois assez régulièrement dans le Kung Fu de Bruce Lee, tu vois. Chi Sao également, énormément de Chi Sao. Chi Sao qu'il avait modifié en mettant une jambe devant. Devant, ouais. Et ça, il l'a expliqué parce que, on l'a dit, les gabarits américains étaient plus imposants que ce qu'il avait l'habitude de vivre à Hong Kong avec ses partenaires d'entraînement. Et Bruce Lee a ressenti le besoin de mettre une jambe avant pour davantage pouvoir gérer la pression de son opposant, tu vois, et davantage lui mettre une pression vers l'avant. Donc on est dans un Chi Sao qui est quand même assez... où il y a une pression vers l'avant qui est assez forte, en fait, Ouais. tu vois, et où il cherchait, voilà, plus de stabilité avec une jambe devant pour gérer la pression de l'adversaire. Donc les deux pratiquants avaient la jambe devant. Ouais, les Ok. deux pratiquants avaient la jambe devant. Et au final, dernière chose qu'ils proposaient, sparring. Ouais. Sparring. Donc ça, c'est un peu la structure de cours. Et finalement, cette structure... Donc là, on est dans une structure de cours qui est autour des années 60, tu vois. Début 60, de 60 à 62, on va dire. Et finalement, quand tu regardes les quelques vidéos de Bruce Lee qu'on a par la suite, cette façon de pratiquer, alors même si c'est pas forcément après toujours la même structure de cours, il a toujours pratiqué un peu le Wing Chun de cette même façon-là. Tu vois. Ouais, ok. Parce qu'on a quand même quelques vidéos où on voit Bruce Lee dans les années 60 faire voilà, toutes ces techniques de base, la Pagda, Labda, Bong, Lap, revers. Hein, Ouais. c'est quelque chose qu'il entraînait beaucoup, le revers, avec à travers le Chi Sao ou à travers un exercice davantage statique où il met
les mains qui sont en contact, la main avant qui est en contact avant de pouvoir faire cette série de combinaisons. Dans ces vieilles vidéos, ce qu'on le voit faire aussi, c'est Chisao extrêmement axé sur le Punsao, avec un footwork où il tourne assez en rond et des attaques assez basiques pour casser le Punsao et essayer de rentrer. On voit plus tard aussi, vers la fin des années 60, j'ai pas la date exacte, mais c'est déjà à l'époque où il avait tourné le frelon vert, où il s'était fait repérer par Hollywood, il fréquentait le gratin, et où il donne un cours particulier à James Coburn, où il a toujours ce Chisao qui est avec une bonne pression vers l'avant. Alors après, à ce moment-là, James Coburn, c'est pas quelqu'un qui est avancé dans les arts martiaux, donc il propose là un cours particulier qui est assez basique, qui est assez rudimentaire, où il travaille énormément avec Bonglapda, avec Bonglap revers, tu vois, c'est quelque chose qui il est encore sur ces mêmes combinaisons de techniques, tu vois. Jambes vers l'avant pour garder la pression, pour développer la pression vers l'avant. Et on n'a pas finalement chez Bruce Lee à ce moment-là quelque chose que nous on accentue peut-être beaucoup plus dans le Lung Ting Wing Chun, qui est l'absorption de la pression avec ne serait-ce qu'un pivot ou des déplacements sur le côté du footwork. Tu vois ce que je veux dire? Non, on n'a pas ça. Il change pas finalement tellement d'angle quand il fait Chisao. Tu vois, on voit qu'il oscille un peu avec le bas du dos quand il y a de la pression vers l'avant, mais pas forcément de footwork pour gérer ça, tu vois. Alors que quand il va développer par la suite le Jeet Kune Do, tu vois, du footwork, il y en aura énormément. Tu vois, il y en aura énormément. Mais pas dans le Chisao finalement. Tu vois, pas dans le Chisao. Et quand tu le vois faire Chisao lors des démonstrations avec Taki Kimura, les fameux tournois de Long Beach organisés par Ed Parker, que ce soit en 64 ou en 67, c'est les images archives, on les a de ces 2 années-là. Chisao a encore cette forme-là, tu vois. C'est un peu cette forme-là du Chisao qu'il propose, même si Taki Kimura, il me semble que c'est Taki Kimura qui fait Chisao avec lui à ce moment-là, même si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que James Coburn, sensiblement la même époque. Voilà, Chisao est un peu plus, propose quelque chose qui est un peu plus élaboré, mais néanmoins on tourne toujours autour de ça, tu vois. Et une des dernières vidéos où on voit Bruce Lee pratiquer le Chisao, c'est que quand il a fait comme série le frelon vert, et il a fait aussi comme série Long Street. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir quelques épisodes de ça. Non, jamais. Long Street, ça me dit rien du tout. Alors c'est une série où il n'est pas le personnage principal. Ok. C'est une série où en fait Bruce Lee est dans la série, c'est un professeur d'arts martiaux qui donne des cours à un autre personnage qui est le personnage principal, qui est aveugle en plus de ça. Le prof ou le personnage principal? Non, le personnage est aveugle et Bruce Lee est le prof. Ok, d'accord. Et il a l'occasion de faire Chisao avec lui dans la série, tu vois. Et il a l'occasion de parler du Jeet Kune Do, par exemple, quand il dit Be water, my friend, cette fameuse phrase qu'on a retenue de l'interview de Bruce Lee en noir et blanc qui date de 71. Cette phrase-là, ça vient de cette série Long Street. Donc ça a été posé sur papier, enfin, tu vois, ça a été scénarisé dans un script, tu vois. Et voilà, il présente le Jeet Kune Do, il parle, vraiment, il dit le terme dans la série, Jeet Kune Do, tu vois. Et à un moment donné, il fait Chisao avec cet acteur-là, et c'est encore assez rudimentaire ce qu'il propose, c'est-à-dire Punsao, alors bien sûr, le gars en face, c'est pas quelqu'un d'avancé, mais il fait Punsao et il casse le Punsao avec Bonglap. Encore toujours. Il reste sur les mêmes principes. Finalement, il reste du sur Wing Chun, l'expression du Wing Chun. Tout le temps, ces mêmes techniques de base. Après, c'est ce qu'il a aussi utilisé pas mal d'autres arts martiaux, notamment la base forte qu'est le Wing Chun, pour développer le Jeet Kune Do et après s'inspirer de l'escrime, d'autres arts martiaux pour la création de son art martial à lui. Ouais, bien sûr. C'est bien que tu en parles parce que ce qu'on peut parler, bon, même si on a dit qu'on restait quand même axé sur l'épisode sur Bruce Lee et le Wing Chun, mais on peut quand même parler
des influences majeures qu'il a eues, comme tu as dit, l'escrime. L'escrime, en fait, son frère était Robert Lee, si je ne me trompe pas. Son frère était un champion d'escrime, en fait, à Hong Kong. Et il a fortement influencé Bruce Lee par la suite. Hein. On sait que Bruce Lee a pas mal. Il lisait énormément de livres sur les arts martiaux. Et l'escrime a fait partie vraiment de ses livres de chevet. Et les Five Ways of Attacks, elles viennent de là. C'est vraiment l'escrime qui a influencé cette façon de voir les 5 voies d'attaque du Jeet Kune Do. Ça vient de l'escrime. Ouais. Tu vois, ça vient de l'escrime. Autre art martial, sport de combat qui a énormément influencé Bruce Lee, c'est la boxe anglaise. Il était absolument fan de boxe anglaise. James DeMise, un de ses premiers élèves, a été un champion poids lourd de boxe anglaise. Alors, pas en professionnel, il a été champion à l'Air Force, dans l'armée en fait. Donc c'est quelqu'un voilà, c'était un boxeur assez expérimenté, poids lourd en plus de ça, donc face à Bruce Lee qui était quand même poids léger, et donc c'est pas rien. Et ouais, peut-être avant que j'oublie, c'est quelque chose que j'aimerais dire, mais même si Bruce Lee avait finalement, on l'a beaucoup critiqué sur quelqu'un parce qu'il a été renégat, il a quitté le Wing Chun, et il n'avait pas appris autant que ça. Enfin, quand on était à Hong Kong l'an dernier, j'ai cru comprendre que lorsqu'il est revenu, on va en parler après, en 63 et notamment en 65, il a cherché à apprendre la Bugyi avec ses signes, tu vois. Donc on a beaucoup critiqué Bruce Lee sur le fait que en Wing Chun il connaissait pas grand chose. Néanmoins, je trouve que la force de ce gars, c'est que le peu qu'il avait appris, partons de ce point-là. Si on dit qu'il avait appris peu de choses, ok, mais regarde avec le peu qu'il avait, ce qu'il a fait, badass comme il a été, quoi. Ouais, donc, et c'est ça, je trouve, la force de ce gars, c'est que, ok, il avait peut-être peu de bagages, mais au final, il a entraîné ça à mort. Tu vois, et que quand il était en face de toi et qu'il te sautait dessus et qu'il faisait un Labda ou Pakda, et ben ça passait. Pour faire le pont avec notre précédent épisode sur qu'est-ce que le Kung Fu, c'est ça. C'est pas avoir 1 million de techniques, non, c'est en avoir peu dans ton répertoire, mais les maîtriser et les rendre super efficaces. Et on a cette fameuse phrase que Bruce Lee a dit à un moment donné, je ne crains pas le gars qui a pratiqué 1000 coups de pied une fois. Je crains le gars qui a pratiqué un coup de pied 1000 fois. C'est bon? Je crois que c'est ça. 10 sur 10. 10 sur 10. Donc, ouais, ça tu peux pas lui enlever, quoi. Ouais, il a été à fond dans l'exploitation de ce qu'il connaissait jusqu'à les développer à leur paroxysme. Et après, ce qui a donné l'artiste martial que ça a été, quoi. Exact. Donc, sur les influences de Bruce Lee, pour revenir sur la boxe anglaise, on sait que c'est quelqu'un qui adorait de vieux boxeurs déjà à cette époque-là, comme Jack Dempsey et Rocky Marciano, hein, donc des boxeurs voilà, qui ont eu une carrière prestigieuse que Bruce Lee aimait beaucoup, et de son temps Mohamed Ali, mais qu'on n'appelait pas Mohamed Ali à l'époque, qu'on appelait Cassius Clay, que Bruce Lee a beaucoup aimé, et notamment un combat qui a eu lieu en 1964, donc qui a opposé Cassius Clay à Sonny Liston. Et c'est un combat que Bruce Lee a particulièrement adoré. Il en a parlé dans plusieurs lettres. C'est qu'il y a ce fameux livre que j'ai indiqué une fois, Letters of a Dragon, où Bruce Lee s'exprime, voilà, des échanges avec d'autres gars. Et il en parle de ce combat qu'il a particulièrement aimé de Mohamed Ali, et notamment sur son jeu de jambes, quoi. Et c'est un combat qui est assez phénoménal parce que Mohamed Ali en fait se bat pour décrocher la ceinture face à Sonny Liston, qui est un boxeur qui est beaucoup plus expérimenté que lui, qui a 10 ans de plus,
Et c'est un combat phénoménal qu'il faut que tu vois. Regarde sur YouTube. Ok, tu je le regarderai. revisionneras. Et tu vois Mohamed Ali avec cette garde emblématique, avec les mains en bas, qui a un footwork phénoménal, qui arrête pas de faire des esquives. Sonny Liston, n'arrive pas à le toucher. Il domine les 2 premiers rounds. Il est extrêmement mobile sur les 2 premiers rounds. Et Bruce Lee reprendra son footwork, en fait. Ouais. Le footwork qu'on peut voir dans la fureur du dragon face à Chuck Norris quand il commence à perdre et à imposer quelque chose de différent. Ouais. C'est ce footwork-là qui ressort, tu vois. Et finalement, ce combat, Cassius Clay le remporte à la 7e reprise. Quand le gong sonne, Cassius Clay arrive au milieu du ring Ouais. et son adversaire ne se lève pas du coin du ring. Ah ouais? Ouais. Et le combat, il le gagne comme ça, en fait. Il est épuisé, il n'arrive pas, il a pris trop de patates dans la tronche, et il reste assis sur le tabouret, il se lève pas. Et c'est comme ça que Cassius Clay devient champion du monde, quoi. Ah, cool. Tu vois. Donc, et qui devient quelque part Mohamed Ali. Ouais, bien sûr. Donc Bruce Lee, ce qu'on peut dire aussi, c'est que à travers ce livre-là, Letters of the Dragon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Bruce Lee n'abandonne pas le Wing Chun, mais plutôt il construit autour. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit, c'est dans les lettres qu'il adresse à ses amis, à ses élèves, notamment à Taki Kimura, tu vois, c'est que il dit que le Wing Chun et le Chi Sao sont un peu le nucléus, le noyau de son nouveau système qu'il s'apprête à faire, et que il va intégrer des éléments de boxe et de D'escrime. D'escrime, merci. Ouais. D'escrime autour de ça, mais il construit autour. Ouais. Il délaisse pas le Wing Chun. Il l'agrémente, il le fait évoluer. Tu vois, de son point de vue, il fait évoluer le Wing Chun. Mais il le délaisse pas, c'est-à-dire quand il va pour une première fois à Hong Kong en 1963, il n'a pas encore créé le Jeet Kune Do à ce moment-là. Et donc il y va avec Doug Palmer, on l'a dit un peu plus tôt, et il s'entraîne avec ses anciens partenaires, et notamment Ip Man. C'est là où on a les photos, les fameuses photos. Il y retourne en 65, 2 ans plus tard. Il y retourne, et à ce moment-là, quand il y retourne, il a déjà fait la première démonstration au tournoi de Long Beach, en 64. Et il a déjà passé le casting qu'il a déjà fait repérer, et par la suite, il fera la série Le Front Vert. Ouais. Tu vois. Donc en 65, quand il y retourne parce que il retourne 2 fois en 65. Il y retourne une première fois parce que son père vient de décéder. Ouais. Donc pour assister aux obsèques. Alors je sais pas s'il a eu le temps d'assister aux obsèques, ou enfin il y va en tout cas pour ça. Et il y retourne une 2e fois pendant l'été. Il y restera 3 mois. Il y retourne avec sa femme et son fils Brandon qui vient de naître pour présenter son fils à sa famille. Et on sait qu'à ce moment-là, il s'entraîne encore au Wing Chun, mais pas que. Hein, il va aussi voir d'autres sifu, d'autres styles de kung-fu, de manière parfois un peu arrogante, parce qu'en mode il se pointe et qu'est-ce que tu as montré, tu vois. Donc il fait un peu le tour des écoles d'arts martiaux de Hong Kong. Et j'ai chopé une lettre qu'il a écrite à Taki Kimura que je vais lire et qui est super intéressante, je trouve. Et donc il écrit cette lettre le 29 juillet 65 quand il est à Hong Kong. Ouais. Il écrit à Taki Kimura et il lui dit, donc je l'ai traduit de l'anglais au français. Ouais, vas-y. Et il lui dit: nous avons terminé de prendre les photos de la Silom Tao et de nombreuses autres techniques. Donc quand il dit ça, nous avons, ici il parle de lui et Ip Man. Ok. Démontré par mon sifu, Ip Man. Il y a plus de 130 photos qui ont été prises de lui en train de faire la Silom Tao. Et quand on aura terminé de faire les photos, on arrivera certainement autour de 200 photos. Et ces photos s'avéreront précieuses lorsque mon livre sera publié, car jamais auparavant mon sifu n'avait été photographié. Il a aujourd'hui 66 ans, et je crois que dans quelques années, ces photos seront les seules disponibles. Et il avait raison. Ouais. Il avait raison parce qu'il y a très peu de photos d'Ip Man. Ouais. Et c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est en fait,
En 63, quand il va à Hong Kong, il prend plus de 200 photos avec son élève. C'est Doug Palmer qui prend en photo. On en a quelques-unes sur le net. Ouais. Mais il y a encore 200 photos de plus Mais elles sont où? de Ip Man, tu vois, voire de Bruce Lee et Ip Man, on ne sait pas trop, qui ont été prises en 65, parce que Bruce Lee avait l'intention de faire un film et il voulait au moins qu'il y ait la Silentao de Ip Man dans ce livre-là. Livre qui a jamais vu le jour, hein, il n'a jamais publié celui. Mais il y a peut-être encore 200 photos qui traînent et on ne sait pas où elles sont, mais putain, j'espère qu'un jour on les verra. Aïe. J'espère qu'un jour on les verra, quoi, tu vois. Ce serait bien, ouais. Ouais, ce serait bien. 200 photos d'Ip Man et Bruce Lee. Bam. Ouais, et c'est, tu vois, je parle de ça exprès parce que je voudrais revenir sur le livre qu'a écrit Ip Shun avec Lung Ting en 1981, le fameux livre sur les 116 techniques du mannequin de Ouais. bois. Et là-dedans, allez savoir pourquoi, mais c'est un livre où Ip Shun et Lung Ting présentent enfin, c'est Ip Shun, hein, c'est Ip Shun qui l'écrit et c'est Lung Ting qui le publie, hein, mais il présente les 116 techniques du mannequin de bois, donc les fameuses photos de Ip Man en train de faire la forme. Et à un moment donné, à la fin du livre, il pose tout un truc sur Bruce Lee, tu vois. Et où il dit que Bruce Lee aurait été maladroit à ce moment-là, quand il serait revenu à Hong Kong en 1965, parce qu'il aurait demandé à Ip Man de le filmer en train de faire la Silentao, et il lui aurait demandé de faire la forme du mannequin de bois, de lui apprendre la forme du mannequin de bois qu'il n'aurait jamais appris à ce moment-là. Et maladroit parce que Bruce Lee aurait promis à Ip Man, lui aurait proposé le deal: si tu me montres la forme du mannequin de bois, je t'achète un appartement à Hong Kong. Tu vois, c'est ce que Ip Shun a affirmé. Ah ouais, il est dans le chantage comme ça. C'est ce que Ip Shun a affirmé et c'est ce qui a été propagé au sein de la communauté du Wing Chun. Et très sincèrement, je pense pas que ce soit vrai. Est-ce que c'est vrai? Ouais, est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, j'y étais pas, bien sûr, mais je pense pas que ce soit vrai. D'une part parce que, en fait, a priori, quand Bruce Lee écrit à Taki Kimura, tu vois, c'est une lettre perso, hein, c'est une lettre qui est... Bon, on la lit aujourd'hui, mais c'est une lettre entre lui et Taki Kimura. Ouais. Il parle pas à ce moment-là qu'il avait l'intention de filmer Ip Man, sinon je pense qu'il aurait dit. Ouais. Il l'aurait dit dans sa Il lettre a pas juste qu'il a pris des filmé photos. son maître. Et je pense qu'il était assez proche de Taki Kimura pour lui dire que si il avait Promis un appartement, il aurait écrit dans la lettre. ou s'il avait voulu apprendre la forme du mannequin de bois et que Ip Man lui aurait refusé, il lui aurait écrit dans la lettre, tu vois. Donc je pense pas que ce soit vrai, d'une part pour cette raison, et de deux, je pense pas que ce soit vrai parce que Bruce Lee avait pas une thune à cette époque-là. C'est pas le Bruce Lee, tu vois. Ip Shun écrit ça en 81 et il suggère en disant ça que Bruce Lee était la superstar et qu'il avait tout le fric qui allait avec, ce qui est faux. En 65. Pas en 65. En 65, il n'a pas tourné le front l'envers. Bruce Lee n'est pas riche. Bruce Lee ne vit pas encore à Beverly Hills, tu vois. Il y vivra quelque temps par la suite quand il déménagera à Los Angeles, qu'il aura du fric, parce qu'il sera en train de tourner le front l'envers, qu'il sera fait opérer par le showbiz, etc., etc. Mais pas à cette époque-là, c'est pas vrai. Bruce Lee n'a pas d'argent, donc il n'a pas assez de pognon pour proposer d'acheter un appartement à Ip Man. C'est pas vrai, il a pas ce pognon-là. Donc je pense pas que ça soit vrai, quoi, tu vois. Et par la suite aussi, ce que dit Ip Shun dans ce livre, il dit que Bruce Lee étant frustré que Ip Man ne lui ait pas appris la forme du mannequin de bois, au final il a créé le Jeet Kune Do. Et c'est un peu ce qui s'est répandu dans la communauté du Wing Chun, de partout, hein, même pas que dans la lignée de Ip Shun, mais je l'ai entendu à maintes reprises dans d'autres lignées. Ouais, chez moi, dans le Lung Ting Wing Chun, tu vois. Non, là aussi, je pense pas que ce soit vrai. Parce qu'en fait, Bruce Lee parle déjà qu'il a envie de créer un nouveau... Avant qu'il aille à Hong Kong, il parle déjà qu'il a envie de
de créer un nouveau système. Il dit qu'il est influencé par l'escrime, qu'il y voit de très bons côtés, qu'il aimerait intégrer dans sa façon de voir les choses. Il parle de la boxe anglaise, tu vois. Et Ataki Kimura, il lui dit cette année-là, avant qu'il aille à Hong Kong, hein, il en parle avant d'aller à Hong Kong, Ouais. hein, avant qu'il rencontre Ip Man, tu vois. Et il lui dit, écoute, je suis sur le point de créer un nouveau système. Le Wing Chun sera mon point de départ. Le Chi Sao est le noyau. Nucleus, il dit, tu vois, Ouais. c'est le noyau. Et je vais y ajouter les 5 voies d'attaque là-dessus. Donc, non, c'est déjà dans sa tête, en fait. C'est déjà au stade embryonnaire. C'est déjà en train d'émerger. Et je pense pas que cet argument-là qu'a proposé Yip Chun et qui a été, qui est répandu depuis 25 ans chez les pratiquants de Wing Chun, pour la plupart, hein, bien sûr. Il y en a qui sont comme moi, pratiquants de Wing Chun, Ouais. pas de cet avis-là. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, il y a un livre qui a écrit James Yim Lee, donc qui a été un ami et un élève de Bruce Lee en 72 sur le Wing Chun, qui s'intitule Wing Chun Kung Fu, Chinese Art of Self-Defense. Donc c'est un livre dans lequel Bruce Lee est technical editor dans Ok. la version française. Donc il a donné son point de vue technique sur le Wing Chun, et je pense que c'est un livre qu'on trouve facilement en PDF. Hein. Tu tapes ça sur internet, tu faut vraiment t'as accès très facilement. C'est un livre qui donne un peu un aperçu de ce qu'était le Wing Chun de Bruce Lee. Il a été écrit en 72, tu vois. Ouais, donc. Le Jeet Kune Do Ouais. était déjà là. Ouais, ouais. Bruce Lee meurt peu de temps après, tu vois. Et même si c'est James Yim Lee qui l'écrit, James Yim Lee c'était un pratiquant de Wing Chun avant qu'il rencontre Bruce Lee, et ils ont super matché ensemble. Et quand tu lis ce livre, en fait, tu lis le point de vue de Bruce Lee sur le Wing Chun, tu vois. Donc quand tu vois ce qu'ils font Chi Sao, quand tu vois James Yim Lee faire la Silom Tao, le Chi Sao, il y a Bruce Lee derrière. Ouais. Tu vois, il y a Bruce Lee derrière. Tu vois, parce que les quelques photos où tu vois Bruce Lee en train de faire Chi Sao avec Danilo Santo, tout ça, c'est quelque chose où tu vois dans ce livre-là aussi. Dis-moi, j'ai une petite question. Yep. Quand est-ce que Danilo Santo, d'ailleurs il est toujours vivant d'ailleurs, Ouais, bien sûr. Danilo Santo a rencontré Bruce Lee? En fait, Danilo Santo, à la base, c'est un élève de Ed Parker. Ok. Donc le gars qui a organisé les tournois de karaté de Long Beach, dans lequel Bruce Lee est venu faire une démo. Et il a rencontré en 64, me semble-t-il. Il a déjà c'est rencontré en tôt. 64. Ok. En fait, si tu veux, Ed Parker a délégué un peu Danilo Santo comme étant le gars qui a mené Bruce Lee dans les coulisses, les backstage de ce tournoi, faisait son chauffeur un peu privé. Voilà, donc c'est un élève, une ceinture noire, hein, élève de karaté d'Ed Parker à la base. Et il a dit, tiens, voilà, je te présente Dan, et puis il va t'aider à faire la démo, nanani, nanana. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et Bruce Lee a super matché avec Danilo Santo, ils sont devenus amis. Et finalement, il a un peu volé Danilo Santo à Ed Parker, parce que Danilo Santo et d'autres ceintures noires de Ed Parker sont devenus par la suite élèves de Bruce Lee et ont quitté Ed Parker. Tu vois, donc, voilà, c'est les affinités. Oui, après c'est l'humain, on travaille avec l'humain. Ouais, c'est l'humain, ces affinités qui se sont faites. Voilà, quoi. Ah, je pensais pas qu'ils s'étaient rencontrés aussitôt, ok. Enfin, aussitôt, 64, tu vois, ouais, Bruce Lee est mort en 73. Ouais, quand même. Ouais, ok. À ce niveau-là. Donc, si tu veux, ce qui est intéressant aussi avec Danilo Santo, comparé avec Jesse Glover, par exemple, Jesse Glover, son premier élève, Danilo Santo, on va pas dire que c'est son dernier élève, mais en tout cas, Danilo Santo arrive dans la vie à Bruce Lee quand Bruce Lee commence déjà à créer son... Ouais, il est déjà... Officiellement, le Jeet Kune Do est créé en 67, mais dans sa tête, ça germait déjà à ce moment-là. Donc, ils ont une approche différente de l'art martial de Bruce Lee, tu vois. Ouais, bien sûr. Jesse Glover aura... Les prémices. Enfin, non, pas les prémices, vu que c'est purement Wing Chun où il était à Alors, l'époque. purement Wing Chun... Non, non, parce que pour autant, Jesse Glover a appelé son art martial non-classical Kung Fu. Ouais. Tu vois. James DeMille aussi, rappelle-toi, hein, je l'ai dit,
il y a eu une scission. Ouais. Jesse Glover et James the Mike se sont séparés de Bruce Lee en 61 et ont ouvert leur propre cours derrière. Et James the Mike, par la suite, aura créé son style qu'il aura appelé Wing Chun Do. Ouais. Tu vois. Ok. Donc ces deux élèves de Bruce Lee ont une base beaucoup plus Wing Chun, Ouais. si tu veux. Par rapport à Dan Inosanto, qui est vraiment Jeet Kune Do par la suite. Donc on a vraiment, si tu regardes voilà ce qu'a proposé ces gars-là, tu vois une évolution du parcours de Bruce Lee en tant qu'artiste Ouais. martial, tu vois, des années 60, du début des années 60 jusqu'à la fin des années 60. Ok. Ouais, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on finisse cet épisode en discutant de la dernière période de la vie de Bruce Lee, donc quand il était à Hong Kong et qu'il est devenu une superstar. Donc on est en 72. Bruce Lee a eu un énorme succès à Hong Kong déjà avec la série Le Frelon Vert, qui n'a pas forcément énormément marché aux États-Unis. Ouais. Il y a eu qu'une Mais saison, je crois, ou quelque il y a chose eu- comme ça. Il y a eu une ou deux saisons, Ouais. je crois. Mais à Hong Kong, il y a eu un succès phénoménal. Parce qu'en fait, les Hongkongais ont retrouvé le jeune Lee Siu Long qu'ils avaient vu voilà, quand il était enfant jusqu'à ado, comme quelqu'un qui pratique les arts martiaux dans l'écran. Ils l'ont adoré. Et grâce à ça, Bruce Lee a eu ses 2 premiers contrats et a tourné ses 2 premiers films, tu vois. Big Boss, La Fureur de Vaincre. Et en 72, Bruce Lee devient une superstar. Mais vraiment quelqu'un qui peut pas tellement sortir dans la rue sans qu'il y a des gens qui viennent derrière lui et lui demandent de signer des autographes, les journalistes qui arrivent, qui le prennent en photo. Enfin, il est une superstar. Tu vois. Ouais. Et autant la presse, les premières années, la presse de Hong Kong l'a félicité, l'a glorifié, autant il y a eu quelques coups bas de la part de la presse. Et aussi, ils n'ont pas eu de mal à trouver des gens dans la communauté de Hong Kong, de Wing Chun, Ouais. à cette époque-là, qui n'aimaient pas Bruce Lee. Et voilà, qui l'ont un peu taclé. Et il y a une rumeur, il y a quelque chose qui a été écrit, qui a été repris dans certains livres de Wing Chun. Comme quoi, notamment, Bruce Lee, pour se réconcilier quelque part un peu avec Ip Man, en 1972, au début 1972, il aurait invité Ip Man à boire le thé, ce qu'on appelle le yamcha, c'est-à-dire aller boire le thé, c'est une coutume assez locale de Hong Kong. Et Ip Man et Bruce Lee auraient eu une conversation. Et au cours de la conversation, Bruce Lee aurait dit à Ip Man, est-ce que tu me considères toujours comme ton disciple? Et là, Ip Man lui aurait répondu en lui disant, et toi, est-ce que tu me considères toujours comme ton sifu? Tu vois, et les deux, pour montrer à tout le monde qu'ils se seraient réconciliés, ils seraient sortis dehors et ils étaient sur Nathan Road, tu vois, la fameuse rue qui traverse tout Kowloon du sud jusqu'au nord, et ils auraient marché ensemble, tu vois, dans la rue, côte à côte, pour montrer qu'en fait Il n'y a pas de bisbis, quoi. voilà, il n'y a pas de bisbis et tout va bien, ils s'entendent bien. Mais là où je suis un peu sceptique à propos de ça, c'est que on est en 72. C'est une star. Bruce Lee est super connu. Et si Bruce Lee et Ip Man auraient marché ensemble sur Nathan Road, il y aurait eu des photos quand même. Ouais, il y aurait eu des photos. Ouais, obligé. Il y aurait eu des photos. Donc voilà, cette rumeur de la réconciliation de Bruce Lee et Ip Man, je sais pas trop, mais bon, je doute un peu quand même. Ouais. Je doute un peu. Compréhensible. Voilà. Et dernier affront dont on peut parler, c'est la mort de Ip Man. Ouais. Ip Man meurt le 2 décembre 72 et Bruce Lee n'est pas là au funérailles. Ouais. Et alors ça a été... ça passe mal. Ouais. Ça passe mal, ça a été un affront total parce que même si Bruce Lee a créé le Jeet Kune Do,
il se devait, tu vois, Ouais. d'être là aux funérailles de son maître. Et alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, hein, mais on a eu dit que on avait essayé de le prévenir. En fait, a priori, Bruce Lee n'a pas été au courant de la mort de son maître parce que Ip Man n'était pas une personnalité extrêmement connue à Hong Kong et la mort de Ip Man n'est pas passée sur Hong Kong TV. ouais, voilà, et pas passée sur les journaux principaux. Elle a peut-être été publiée dans la presse, mais Ouais. peut-être dans des petits journaux que Bruce Lee lisait pas, tu vois. Et au final, il s'est rattrapé, on va dire, parce que dans la tradition chinoise, en tout cas à l'époque, à Hong Kong, à cette époque-là, il y a une cérémonie qui se fait 7 jours après la mort du défunt pour permettre à des gens, peut-être qui vivent pas sur place, de venir et se recueillir une dernière fois devant le défunt. Et Bruce Lee a eu l'occasion d'aller se recueillir et de présenter son respect à la famille de Ip Man, à ses fils, Ip Ching, Ip Shun, et à laver quelque part un peu cet affront. Et voilà, donc pour conclure, hein, ce que j'aimerais dire, c'est que moi je trouve que Bruce Lee, c'est quelqu'un qui a apporté énormément aux arts martiaux. Et tu vois, il y a certains pratiquants de MMA C'est Bruce Lee encore. Voilà, ils le citent encore, ils disent peut-être que grâce à lui, on est là, tu vois, avec les compétitions de MMA telles qu'elles sont aujourd'hui. Il a peut-être mis quelque part sa pierre à l'édifice, tu vois. Et pour les sports de combat, moi je trouve que de manière générale, les sports de combat et même les arts martiaux, c'est quelqu'un qui a énormément apporté, tu vois. Et ce que je trouve parfois pas vraiment sincère, pas vraiment fair play de la part des gens de la communauté du Wing Chun, c'est que ils sont assez négatifs. On l'a dit, hein, sur Bruce Lee, c'est un renégat, il a quitté le Wing Chun, il a créé son propre art martial, il n'avait pas appris grand-chose sur le Wing Chun. Mais quand il s'agit de faire la promotion du Wing Chun et de mettre une photo sur un flyer, un poster ou maintenant un post Instagram, tu vois, où Bruce Lee est en train de faire Chi Sao avec Ip Man et venez nous rejoindre dans notre école de Wing Chun, ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais par derrière, ils n'hésitent pas à casser du sucre sur Bruce Lee. Et ça me plaît pas. Tu vois. Ça, j'aime pas trop. Je trouve pas ça très. C'est un côté double face, quoi. C'est côté trahison un petit peu, hypocrisie et. Côté hypocrite. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais, Bruce Lee, c'était un caca, mais on le met sur la pub parce que tout le monde sait qui c'est Bruce Lee, quoi. Ouais, parce qu'on sait que ça peut faire le buzz et que ça peut rapporter des élèves. Je trouve pas ça super correct. Si tu parles mal de Bruce Lee, si tu considères que voilà, c'est ton point de vue, encore une fois, c'est juste ton point de vue. Tous les goûts sont dans la nature, hein. Il n'y a pas de problème, mais ne mets pas sur tes réseaux sociaux en essayant de ramener tes élèves. Ouais, ok. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, ça s'arrête là. Allez, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas à liker. Partagez, commentez, un maximum de likes et de partage. Dites-nous dans les commentaires quels sont peut-être vos films préférés de Bruce Lee, ou même vos films, encore une fois, préférés d'arts martiaux, tout confondu, que ce soit du karaté, du judo, du jiu-jitsu, du MMA, tout ce que vous voulez. Bref, laissez un bon commentaire. Allez, salut. Ciao, bye. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.